Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le monde entier a les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire qui abrite du 9 au 20 mai la 15e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse sur le thème « Terre, vie, patrimoine » d'un monde précaire vers un avenir prospère, dénommé COP15. Comment des experts, les organisations de la société civile, les femmes, des jeunes peuvent contribuer à lutter contre ces phénomènes? Comment en sommes-nous arrivés à ce stade? COP15, que faut-il en attendre? C'est le sujet de ce débat de société qui, en réalité, devrait permettre à nos invités de poursuivre leur plaidoyer contre les agressions diverses et variées que subissent nos terres. Pour en débattre sur ce plateau et pour surtout évoquer ce sujet d'une importance capitale pour notre quotidien, je reçois sur ce plateau avec beaucoup de plaisir le président du comité d'organisation de la COP15, M. Abou Bamba. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Madame Félicité Coutouan. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, je rappelle que vous êtes directrice de l'entrepreneuriat féminin au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'est exact. Merci d'être parmi nous. Merci. Docteur Ibrahima Dosso. Vous êtes conseiller technique du ministre de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Tout à fait. Merci d'être parmi nous pour ce sujet d'actualité. Alors, madame, messieurs, je vous invite pour ce premier sujet à suivre l'historique de la COP15 et nous faisons ensemble un état des lieux et nous nous retrouvons ce soir plus tard pour en débattre. Depuis 1995, plus d'une centaine de pays du monde entier se réunissent chaque année lors des COP pour parler de la lutte contre le réchauffement climatique. Ces rencontres annuelles sont le fruit du sommet de la Terre de Rio de Janeiro de 1992. Déjà à cette date, les pays se retrouvaient à l'occasion de la conférence décennale de l'ONU pour parler d'environnement et de développement. À cette table ronde, une convention est signée par 178 pays sur le climat qui appuie la réduction des gaz à effet de serre afin de minimiser l'impact des activités humaines sur le changement climatique. En 1994, il y a eu la création de 3 COP, c'est-à-dire la COP sur le changement climatique, la COP sur la biodiversité et la COP sur la désertification et la dégradation des terres. Et donc, la COP sur la désertification et la dégradation des terres a été mise en œuvre effective à partir de 1996. Alors, jusqu'en 2001, tous les ans, il y avait une COP. À partir de 2001, ils ont commencé à tenir les COP chaque 2 années. Depuis lors, la machine est lancée. En 2005 est officiellement ratifié l'accord contraignant les pays à réduire de 5,2% les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2020. L'Afrique fait également partie des signataires. Le premier pays à organiser sur le sol africain cette rencontre internationale est le Maroc, suivi du Kenya et de l'Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire est le 4e pays à organiser cet événement avec pour principal thème la désertification et la sécheresse, un challenge que les organisateurs entendent relever. En matière de dégradation des terres, la Côte d'Ivoire, qui est un pays forestier, un pays dont l'économie repose sur l'agriculture, a vu donc ces forêts disparaître pour laisser place à des recrues forestiers ou à des zones savanicoles, et cela est inquiétant. À cause de ce changement brutal dans l'écosystème forestier de la Côte d'Ivoire, cela a certainement motivé pour que davantage on attire l'attention sur les conséquences de telles transformations de nos écosystèmes. À ce rendez-vous, les pays participants devront décider d'actions futures pour atténuer les conséquences de la progression de la sécheresse. Elle menace actuellement de faim 20 millions de personnes dans la Corne de l'Afrique. Beaucoup d'attentes sont donc placées à cette 25e conférence sur le climat pour sortir l'Afrique de cette énième problématique.
Merci à Davis Oyo, Olivier Kofi et Ibrahim Koné pour ce reportage et surtout pour ces mots. Alors, Madame Koutouan, qu'est-ce que cela vous inspire? On parle d'inquiétude, on parle de menaces? C'est vrai qu'on parle d'inquiétude, on parle de menaces. Je dis, mais non, il n'y a pas de raison de s'inquiéter et de se laisser effrayer par les menaces. Parce que la terre, tout compte fait, est la première ressource dont dispose l'humanité. Et pour ce qui concerne les femmes, c'est la ressource la plus accessible pour les femmes et qui leur permet de jouer le rôle qui est le leur au sein de nos communautés, au sein de nos familles. Donc, s'effrayer parce que la terre, il y a des menaces, je dis non. C'est plutôt un appel à l'engagement qu'il nous faut ressentir au regard des données qui nous ont été communiquées. C'est ainsi que je voudrais accueillir cette information que nous venons de voir passer tout à l'heure. Très bien. Docteur Dosso, votre sentiment après avoir suivi cet élément? Merci beaucoup déjà pour l'invitation. J'irai peut-être dans le même sens que Mme Couton. Il n'y a pas lieu peut-être de s'alarmer, mais il y a lieu de prendre des décisions fortes en fait et inverser la tendance en fait de la désertification. En tant que point focal du Forum des jeunes, qui s'est clôturé hier et dont la déclaration a été lue aujourd'hui devant le segment ministériel. Ce qu'il faut dire, c'est que les jeunes qui représentent la majorité de la population mondiale, plus de 56% à l'échelle mondiale, plus de 77% à l'échelle nationale, ont pris la parole et veulent être au cœur de ces enjeux climatiques-là et de ces enjeux en fait, qui menacent nos terres, qui menacent notre agriculture, qui menacent notre survie en fait. Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais il y a lieu de prendre des décisions fortes et de mettre en place des plans d'action clairs en fait, qui nous permettent en fait, d'inverser les tendances. Il est encore temps de rattraper ce qui a été raté. Rien n'est perdu encore, mais l'urgence en tout cas s'annonce. Donc il va falloir prendre des décisions fortes. Et il faudra que cette COP-là vraiment soit un point de rupture en fait, avec les anciennes pratiques. Effectivement. Nous parlons tout à l'heure donc, dans le troisième volet de cette émission de solutions. À ce moment-là, vous pourrez justement parler de ce dont vous avez discuté avec les jeunes et surtout ce que vous avez retenu et proposé. Monsieur Bamba, vous êtes le président du comité d'organisation de cette COP 15. Après avoir regardé cet élément, qu'est-ce que vous en retenez? Contrairement à mes deux autres invités, moi je suis fortement préoccupé par le tableau tel qu'il a été dépeint. Peut-être que je vois avec d'autres yeux un autre avis, c'est que nous sommes un pays fortement agricole et depuis près d'un siècle, on a effectivement produit tout ce que nous avons aujourd'hui en termes d'infrastructures. C'est grâce aux fruits de la terre. 75% des Ivoiriens travaillent dans la terre, on va dire. Les Ivoiriens enfin, qui sont en âge de travail et qui sont actifs. Aujourd'hui, oui, la santé de nos terres n'est plus qu'elle était il y a à peu près un siècle, 70 ans. On produit moins, on gagne moins sur beaucoup de spéculations. Le rendement à l'hectare est moins élevé, la fertilité des sols est carrément en baisse. La sécurité alimentaire n'est plus ce qu'elle était. Donc oui, moi je suis préoccupé. Donc il y a danger. Il y a danger, nous ne sommes pas loin du point de non-retour. Alors, et pourtant, la Côte d'Ivoire, sur cette question, veut mobiliser 500 milliards de francs CFA pour restaurer donc, les espaces de culture dégradés. Vous en parliez tout à l'heure. Et surtout, augmenter la production agricole en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est reconnue pour étant un pays agricole. Alors, vous êtes inquiet, vous n'êtes pas inquiet. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire pourra rattraper justement ce qui se passe aujourd'hui, pourra rattraper en 2050 ce que la Côte d'Ivoire a perdu durant toutes ces années, Madame Koutouan? Je ne parlerai pas de rattraper ce qui a été perdu. Par contre, je dis qu'il y a la possibilité de faire du nouveau, de faire du neuf. Au regard de ce qui a été perdu, l'avenir, tous les jours que Dieu fait, un jour nouveau se crée. Oui. Il est question aujourd'hui, face à ce constat qui est certes alarmant, il est question de prendre de nouvelles décisions pour pouvoir créer du nouveau, pour faire du nouveau. Plus que jamais, c'est le moment de faire du nouveau. Et seulement hier, au caucus, lors du caucus genre, oui, les femmes, toutes les personnalités qui ont pris la parole ont eu l'opportunité d'affirmer qu'il était temps de prendre des décisions. Vous pensez donc de passer à l'acte. On a beaucoup parlé, beaucoup proposé? Plus que jamais, tel que le PCO a décrit
sa préoccupation relativement à la situation. Je pense que le moment est donc quelque peu favorable maintenant. Puisque on est au bord du gouffre, le moment est bienvenu maintenant pour passer aux actes qui permettront d'inverser la tendance. Alors, Monsieur Bamba, hier, sommet des chefs d'État, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Vous êtes là, c'est en tant que PCO que je vous pose cette question. D'accord. Peut-être avant de répondre à votre question, je veux dire, autant je n'étais pas complètement en adéquation avec mes deux autres collègues, autant je suis d'accord que face à la crise, il faut transformer cette crise en opportunité pour nous, pour notre pays, pour l'Afrique et pour le monde. Maintenant, sur le sommet des chefs d'État, qu'est-ce qu'il faut en retenir? C'est extraordinaire. Je pense que moi, je suis un homme heureux qui me présente devant vous aujourd'hui. Très bien. Parce que lorsque le chef de l'État nous a demandé de rédiger un document, on va en parler un peu plus lors de la troisième partie de l'émission sur les solutions. Donc le président de la République nous a demandé de réfléchir à une initiative, donc le Abidjan Legacy Programme, initiative d'Abidjan. Et je vais vous donner un ou deux chiffres. Cette initiative-là viserait donc à restaurer les terres dégradées parce qu'on a beaucoup produit pendant longtemps. Je veux dire, tout le développement de notre pays, l'argent vient de l'agriculture. Et ça me fait penser au premier président de la Côte d'Ivoire, au président actuel aussi d'ailleurs. Toutes ces infrastructures, ces ponts, ces routes, ces universités, ces immeubles. On n'a pas de pétrole, on n'avait pas de pétrole, on n'avait pas de gaz. C'était surtout des produits de l'agriculture. Donc le président de la République nous a dit, réfléchissez à quelque chose. On va faire cette COP-là en Côte d'Ivoire. Nous allons dépenser de l'argent, mais il faudrait que quelque chose reste ici. Voyez comment notre économie, effectivement, va pouvoir se développer du fait de la COP. Donc, on a pensé à le programme Héritage d'Abidjan. Oui. Et le chiffre dont je vais vous parler, c'est que nous avons évalué ce programme avec les autres experts, en tout cas les membres du comité scientifique et nous-mêmes, à 1,5 milliard de dollars. Ça fait à peu près 900 milliards de francs CFA. Voilà, 1000 milliards, enfin, si on arrondit bien le dollar à 600 et quelques. Un investissement sectoriel? Un investissement, on va dire, multisectoriel, parce qu'il y avait de la formation, de la mécanisation, la maîtrise de l'eau, tout ce qui est transfert de technologie, etc. Et in fine, le but, c'était de booster la production agricole, notamment dans le vivrier, et puis dans certaines spéculations pour vendre à l'extérieur et financer notre développement. Donc le président de la République, lors de ce sommet des chefs d'État, nous avons demandé 1,5 milliard de dollars. Oui. Nous avons obtenu 2,5 milliards de dollars. Donc c'est pour vous dire que moi, je suis un homme heureux de me présenter devant vous aujourd'hui parce que le monde entier, les bailleurs de fonds, les agences multilatérales d'aide au développement, sûrement grâce à la crédibilité dont jouit le chef de l'État à l'étranger et dans le monde entier, on dit qu'il fallait leur donner même plus que ce qu'ils ont demandé. Et donc, moi, je suis un homme heureux. Donc, il y a un engagement fort des partenaires, un engagement fort de l'exécutif. Alors maintenant, concernant justement les jeunes, parce que vous êtes conseiller technique au ministère de la Jeunesse, les jeunes, le sommet des chefs de l'État, vous, qu'est-ce que vous en retenez? Beaucoup d'espoir? Beaucoup d'espoir. Peut-être, permettez-moi de vous rappeler qu'en marge en fait, de la COP qui s'ouvre demain, il y a eu le Forum des jeunes. Oui. Et ce Forum des jeunes-là a précédé même le sommet des chefs d'État. Vous pensez que vous avez un peu influencé les décisions? Non, pas vraiment. Ce que je veux dire, c'est que c'est un signal fort qui est lancé aux jeunes. Mettre l'événement qui leur est dédié en amont même, en fait, en tête de gondole en fait, de tous ces événements-là successifs, c'est l'idée que les jeunes aujourd'hui en fait, ont la primauté en fait, de la parole, de la décision. Voilà. Et ce forum-là, en fait, la déclaration qui en a résulté a fait l'objet en fait, d'une lecture et d'une remise à l'autorité ce matin même en fait, au segment ministériel. Et je pense que c'est un signal fort et les jeunes l'ont perçu comme ça. Et durant ce forum, on a reçu en fait, des jeunes qui sont venus du monde entier, mais aussi des jeunes qui sont venus en fait, de toute la Côte d'Ivoire, de toutes les régions, et qui se sont exprimés et qui ont fait, en fait, des propositions. Qui ont proposé quelque chose, qui ont proposé des plans d'action, qui ont proposé des initiatives, qui ont proposé en fait, des alternatives. Lorsqu'on parle donc beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. Il y avait en réalité et en définitive combien de jeunes à ce sommet? On dirait à peu près 300 jeunes en fait. 300 jeunes. 300 jeunes, oui. Donc vraiment, je pense que ça a été vraiment des retrouvailles de jeunes de différents horizons pour partager, proposer. Absolument. 300 jeunes à peu près à raison de 155 jeunes qui sont venus de l'intérieur du pays et à peu près une soixantaine de jeunes venus des autres pays et puis en complément en fait, des jeunes qui sont venus visiter à titre personnel. Voilà. En raison des restrictions Covid, on s'est limité à ce nombre-là.
Et après, c'était diffusé également à travers des canaux digitaux. Donc, du coup, les jeunes ont pu suivre en fait. Ah, ça, c'est les jeunes, les réseaux sociaux. Voilà, exactement. Madame Coutouin, alors, on parle de la terre hein, et ses problèmes, l'infertilité, et on la lie parfois à la démographie. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette explication? Certes, la démographie augmente, Oui. surtout dans nos pays africains. La jeunesse, la fertilité est grande. Nous voyons la croissance au niveau de la population de jeunes et même les prospectives indiquent que la population ira croissant les années à venir. Mais c'est cette même terre-là qu'il faudra que cette population, aussi grandissante soit-elle, ait à partager avec nous en héritage. J'ai aimé tout à l'heure le fait qu'on ait décidé d'appeler ce programme-là héritage. Oui. Parce que la terre, c'est l'héritage que nous recevons de nos pères, c'est ce que nous aurons à transmettre aux générations à venir. Et en même temps que cette population s'accroît, cela doit être une préoccupation pour nous, les populations d'aujourd'hui. Parce qu'il nous faut leur léguer un héritage qui ne soit pas un héritage compromis, mais un héritage qui soit totalement à la mesure de leurs ambitions et de leurs besoins. On va dire, vous restez vraiment dans votre schéma, l'optimisme. Mais absolument. Tout à l'heure, le PCO a dit quelque chose, qu'il n'y a pas de raison de ne pas être optimiste, dans la mesure où on a voulu prendre des engagements, mais il se trouve que ces engagements sont tellement pertinents que les appuis ont dépassé nos espérances. Donc, il n'y a vraiment pas de quoi être pessimiste. C'est plutôt une opportunité que cette situation de crise liée à la Terre offre à l'humanité pour offrir aux populations à venir. Aujourd'hui, nous parlons de plus en plus de développement durable. Oui. Il nous faut bien léguer aux générations à venir une Terre qui soit viable pour eux. Donc, alors, il n'y a pas de raison, pour ma part, d'être pessimiste. Qu'est-ce qu'on retient, parce qu'on a parlé du sommet des chefs d'État, qu'est-ce qu'on retient du caucus ce genre qui a été présidé par la première dame, Madame Dominique Ouattara? Ce que nous pouvons retenir de ce caucus genre, c'est ce que je disais tantôt, hein, l'heure est venue de passer à l'acte. C'est vraiment le mot d'ordre que nous pouvons retenir. Plus que jamais, c'est le moment de donner la place à la femme au cœur de ces débats autour de la question de la préservation de la terre qui s'impose à nous. Quel rôle joue la femme? Quelle place lègue-t-on à la femme? Quel pouvoir concède-t-on à la femme dans la gestion de la terre? Tout à l'heure, les jeunes ont dit, eux, désormais, le pouvoir est dans leurs mains. Ils ont eu leur mot à dire qui a pu influencer les décisions des décideurs. Alors, à quand la place de la femme? À quand le pouvoir de la femme? Mais nous allons poser cette question dans la mesure où nous savons, nous aurons l'opportunité de développer cela, que plus que tous, la femme est celle-là dont j'ai la certitude qui pourra donner la solution, les clés pour pouvoir assurer la préservation de cette terre qui est notre héritage. Monsieur Bamba, où est la place de la femme dans toutes ces discussions, ces prises de décision et surtout ces engagements? Où est la place de la femme? Quelle responsabilité vous voulez me faire prendre? Non, vous êtes le président du comité d'organisation et je sais que vous saurez assumer. Absolument. Non, la femme joue un rôle central dans ce processus de préservation, de restauration, de réhabilitation, de régénération des sols dégradés. Parce que la femme, c'est environ la moitié de la population mondiale. Et quand je dis qu'elle joue un rôle central, vous savez, les denrées alimentaires que nous consommons sur les marchés, dans les supermarchés aujourd'hui, surtout en Côte d'Ivoire, viennent de la production agricole des femmes. Absolument. Donc, c'est les femmes qui nous nourrissent à bien des égards. Et elles prennent des risques. Elles prennent beaucoup de risques et c'est peut-être une occasion de leur rendre hommage. C'est des femmes qui, tous les jours, ont leurs mains dans la terre avec des outils peut-être un peu rudimentaires, mais qui nous permettent de manger. Et ces mêmes femmes-là aussi s'occupent de la famille, s'occupent des enfants, et souvent leur santé, du fait de la pénibilité de leur emploi. Je veux dire, elles ne travaillent pas dans des bureaux, en train d'écrire des papiers, etc. Et c'est la majorité des femmes. Et voilà, elles jouent un rôle fondamental dans tout le processus, dans toutes les chaînes de valeur et dans le développement même socio-économique de notre pays. Parce que je disais tout à l'heure que 75% des Ivoiriens qui travaillent dans le domaine de l'agriculture. Et ces femmes-là nous nourrissent et ces femmes-là nous permettent peut-être d'entrevoir l'avenir avec un peu plus d'espoir, un peu plus de positivité. Donc, elles ont un rôle central. Quand il y a de la désertification, quand la fertilité des sols baisse, c'est les femmes qui sont affectées en premier.
parce que ça touche leur porte-monnaie, ça touche leur santé. Et je veux dire, ce n'est pas un emploi facile, l'emploi de la terre. Là. Quand on voit nos soeurs, nos mamans au village là-bas, c'est franchement difficile. Et ça se ressent sur leur apparence, sur leur santé, sur leur espérance de vie. Elles vivent moins longtemps que les hommes parce qu'elles travaillent beaucoup plus. Elles entretiennent donc leur famille, leur mari. Enfin, ce sont la femme est chef de famille. Elle est chef de famille, elle est chef de la terre aussi, et puis elle est chef de l'agriculture, elle est chef de la production. Et malheureusement, elles ne reçoivent pas, de mon point de vue en tout cas, à la hauteur de la pénibilité de leur labeur. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir changer aussi si on veut passer à l'action, qu'on passe du SMIC agricole, là, le SMAC, à 30 000 francs CFA par mois, à un peu plus, parce que je pense qu'elles méritent un peu plus du fait de leur rôle de responsabilité dans la société. Docteur Dosso, femme, jeune, on dit que vous êtes vulnérable. Alors, un commentaire par rapport justement à cet apport de la femme à tous les niveaux. Et aujourd'hui, on parle de la terre et surtout des difficultés que ces femmes rencontrent quand il y a cette sécheresse, cette désertification. Un commentaire là-dessus. Je pense que femme, jeune, je pense que le combat il va de pair en fait. On peut être jeune, femme, donc on est doublement touché en fait par l'impact de la désertification, de la baisse en fait de la fertilité, la baisse du rendement agricole. Justement, il y a des femmes qui sont retrouvées au forum des jeunes et après qui sont retrouvées au caucus des femmes. Donc, c'est-à-dire, elles mènent en fait le double combat en fait pour leur cause. Donc, du coup, je pense à ce niveau-là, effectivement, on est un peu les deux cibles. À l'unisson également, exactement sur ces questions-là. Mais est-ce que des jeunes se sont rendus au caucus genre? Des jeunes femmes? Non, oui, des jeunes filles et vous également? Oui, les jeunes sont solidaires de tous les combats. Donc, on participe au caucus des femmes. Très bien. Et on porte également donc, on peut parler de solidarité. Absolument. Très bien. Alors, une question, M. Bamba, parce qu'il y a comme des faits. Aujourd'hui, combien d'hectares de terres cultivables nous reste-t-il? Parce que ce sont des faits. On a de l'espoir, mais aujourd'hui, il faudrait que ceux qui nous regardent, puisqu'on parle, c'est un plaidoyer que nous faisons ce soir, comme ce que vous avez fait donc, à l'Ivoire et toutes les émissions que propose la RTI, combien de terres cultivables ou d'hectares de terres cultivables nous reste-t-il réellement? Voilà. Donc, en Côte d'Ivoire, nous avons 322 600 km². Ça, c'est la superficie de notre pays. Et on estime que sur ces 322 600 km², il y a une superficie de terre arable. Et ça, 60% a été dégradé. Du fait des pratiques agricoles non durables, du fait de la baisse de la pluviométrie, du fait aussi de l'utilisation de certains engrais et puis des changements climatiques, l'élévation de la température. Donc, il nous reste à peu près 40% de ce que nous avions depuis l'indépendance, maintenant qui permet de sous-tendre et soutenir notre développement agricole, notre production agricole. Donc 40% quand même, on n'est pas loin en tout cas du seuil critique où il faut commencer à s'inquiéter. Vous avez justement, Monsieur Bamba, parlé de changement climatique. Et la Côte d'Ivoire, comme d'autres pays, est fragilisée justement par le changement climatique qui impacte notre quotidien. On parle d'inondations, d'éboulements, de pluies diluviennes et parfois il y a des drames. Alors, ce sujet, d'ailleurs, sera très bientôt un des sujets que la RTI traitera. Nous allons donc suivre ensemble la problématique, l'impact sur les terres, l'impact sur le quotidien des agriculteurs, dans ce reportage que nous proposent Davis Oyo, Olivier Kofi et Ibrahim Koné. Ancienne route de Bassam, au sud de la Côte d'Ivoire. Sur cette parcelle de 10 hectares, travaillent une dizaine d'agriculteurs spécialisés dans la culture des maraîchères. Parmi eux, figure Drissa, 36 ans. Il est agriculteur depuis son bas âge. Depuis près de 7 ans, ses productions ont drastiquement chuté. Avant, je pouvais faire peut-être 100 sacs de pommes, 100 à 80 sacs. Chaque 2 mois. Chaque 2 mois. Mais maintenant, c'est maintenant, trop, 10, 15, 20, ça ne dépasse pas ça. Pour lui, il ne fait aucun doute. Les effets pervers du changement climatique sont la cause de ces malheurs. Les récoltes maintenant ne sont pas trop bonnes comme ça, parce qu'il y a un changement climatique. Bon, les changements climatiques, souvent, la pluie vient, souvent ça ne vient pas. Souvent, il peut faire 2 mois, il ne fait pas pluie. Il y a la sécheresse. Les plantations ne sont pas les seules victimes du réchauffement climatique. Les villes situées tout au long du littoral font aussi les frais. Ces localités
perd du terrain au fil des années. Et la plus célèbre est Grand Bassam, ville historique classée patrimoine de l'UNESCO, est frappée régulièrement par les effets pervers du réchauffement climatique. Inondations, montée des eaux, éboulements sont entre autres le quotidien des riverains à certaines périodes. Nous sommes victimes des érosions, surtout des inondations. L'érosion côtière fait qu'aujourd'hui la ville est menacée. Ici, on souffre beaucoup avec les inondations des bassins, en tout cas. Il y a des quartiers, quand il pleut, on ne peut pas rester. On ne peut pas rester, on est obligé de déménager, ramasser des bagages pour aller ailleurs et que l'eau finit, on revient. La beauté de la ville réside plus dans ses plages et surtout dans sa façade maritime. Ce qui fait de la première capitale de Côte d'Ivoire une destination culturelle et touristique de choix. Mais ce charme est également son principal cauchemar. François est dans le monde de l'hôtellerie depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, il est l'un des responsables de ce complexe hôtelier. Chaque jour, il s'inquiète de l'avancée de la mer. La superficie s'étendait jusqu'à au moins 20 à 30 mètres après la barrière que vous voyez là. Mais par la force des choses, l'eau commence à diminuer même la superficie du terrain. Des fois même, l'eau vient jusqu'ici. Hein. Les tas que vous voyez, les tas d'ordures que vous voyez, c'est les rejets de la mer. Ça vient jusqu'ici, les matins, les services d'entretien enlèvent tout ça, creusent et puis enterrent tous ces déchets-là. En Côte d'Ivoire, la mer avance en moyenne de 1 à 3 mètres par an sur toute la côte. Une dizaine d'hôtels situés sur le même alignement que celui de François risquent également de disparaître si rien n'est fait. On essaie d'élever un peu le niveau du sable pour freiner un peu l'ardeur des vagues. Vous le constatez là, il y a du sable et puis il y a les rejets. 2 fois dans l'année, la mer même se purifie, elle rejette tout ce qu'il y a comme saleté. Donc nous profitons de ça pour faire une espèce de... C'est pas une barrière, mais c'est pas trop sécurisant. D'ici 10 ans, c'est pas sûr que nous ayons la même superficie. Puisque ça avance, c'est vraiment dangereux pour nous. Drissard, lui et François attendent beaucoup de la COP 15 qui se tient présentement sur les rives de la lagune Ébrié. En Côte d'Ivoire, on estime que 500 000 personnes sont régulièrement touchées par les inondations à cause des phénomènes d'érosion, selon le programme WACA. Pour ces experts, des décisions drastiques s'imposent pour endiguer le phénomène de changement climatique au sortir de la COP abidjanaise. Monsieur Bamba, vous avez une grosse pression. Hein? On parle des experts, il y a beaucoup d'attentes. Et là, ce reportage de Davis Oyo, Olivier Kofi et Ibrahim Koné est clair. Est-ce que cela ne fait pas peur par rapport à la vie que mènent ces agriculteurs, leurs doutes et la menace en réalité du changement de climat ou du changement climatique? Oui, effectivement, les personnes montrées dans le reportage ont des bonnes raisons d'être inquiètes. Parce que les régions côtières font partie aussi de tout le lot de manifestations, effectivement, de la dégradation des sols, le recul du trait de côte qui vient à l'intérieur du pays est une forme de désertification, au même titre, par exemple, que la déforestation. Ce qu'on veut expliquer... Parce qu'ils vous écoutent, hein. Ils regardent, ils ont besoin de comprendre. C'est un plaidoyer. Ils ont besoin d'être inquiets. Je vais prendre peut-être les problèmes un à un. Le premier, c'était un agriculteur qui constatait qu'il avait moins de sacs de concombres du fait des changements climatiques, du fait de l'augmentation de la température. En tout cas, le rendement quotidien, enfin mensuel, c'est combien 100 sacs de concombres qu'il avait. Maintenant, c'est 10, 15, etc. Et c'est exactement cette situation-là qu'on essaie de porter à l'attention des décideurs et d'essayer de résoudre la baisse de la fertilité des sols pour plusieurs spéculations, en tout cas ici en Côte d'Ivoire, que ce soit dans les vivriers ou dans les cultures de rente. Ça, c'est une réalité. On va en parler dans les solutions. Qu'est-ce qu'on fait face à la baisse, effectivement, de la production agricole? Ça, c'est un fait et on se réjouit que les agriculteurs le disent parce que c'est eux qui sentent ça tous les jours. On parlait des femmes tout à l'heure. C'est la même chose aussi. C'est elles qui sentent que leur production baisse, que ce soit l'arachide, le citron, les oranges, les tomates, tout ce que vous pouvez imaginer. La production baisse. Ensuite, maintenant, l'érosion côtière, comme je disais tantôt, c'est un phénomène lié au changement climatique et c'est un phénomène aussi qui contribue en tout cas à la dégradation des sols. Vous savez, dans notre pays, nous sommes un pays côtier avec 566 km de côte. Oui. Malheureusement, il n'y a plus de cocotiers quand vous constatez... Mais à qui la faute? La faute est à l'homme.
parce qu'on a coupé tous nos cocotiers. Oui. Les cocotiers fixent le sable, fixent les sols et aident aussi effectivement à lutter contre l'érosion côtière. Donc, nous sommes dans une combinaison de facteurs humains, de facteurs naturels qui font que le statu quo actuel là n'est plus une option. Il faut qu'on agisse, il faut qu'on change cette crise-là, qu'on la transforme en opportunité et qu'on reparte vers les fondamentaux afin de développer notre pays. L'environnement, ce n'est pas seulement les problèmes. L'environnement aussi, c'est des opportunités, d'énormes opportunités. Mais encore faut-il le savoir, encore faut-il comprendre ce qui se passe et avoir... Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a cette émission, il y en a eu d'autres sur la RTI, comprendre ce qui se passe et avoir des solutions. Je pense qu'aujourd'hui, nous le savons, parce que les études de base que nous avons réalisées lorsque nous rédigeons l'initiative d'Abidjan, nous avons fait un diagnostic sur la base de la recherche empirique, sur la base des sciences d'observation de la Terre, sur la base des séries sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, comment est-ce que les choses ont évolué, comment est-ce qu'on a perdu 92% du couvert forestier en Côte d'Ivoire. Tout ça, on le sait que la situation est quand même dramatique. Cependant, des lueurs d'espoir existent. Oui. Je veux dire, la science a beaucoup évolué. Rendre un sol désertique, un sol stérile, de nouveau arable, il y a des technologies qui existent, quoi. Je vais vous donner des pays comme le Maroc et Israël, des pays fortement arides, fortement secs, mais qui ont quand même atteint l'autosuffisance alimentaire. Pourquoi nous, ici, qui avons toutes ces réserves en eau, toutes ces terres, toutes ces écoles d'ingénieurs et toute cette connaissance-là, et même avec la coopération technique étrangère, moi, je pense... Partage d'expérience. C'est un partage d'expérience parfois. Absolument, coopération sud-sud, nord-sud. Voilà. Docteur Dosso, alors vous avez vu ces 7 éléments, vous êtes jeune et les jeunes aspirent à un avenir meilleur. Comment est-ce possible? Ce reportage, il est très intéressant parce qu'on voit pas mal quand même de jeunes dans ce reportage. Et ce que j'aimerais rappeler, en fait, c'est que ce forum des jeunes qui a eu lieu avant-hier et hier, ces jeunes-là parlaient au nom des jeunes du monde entier. Et quand ils s'exprimaient, ce qu'ils disaient, c'est qu'il y a des problèmes, mais les jeunes doivent être une partie de la solution. Et le Forum des jeunes était à sa 3e édition, pendant que la COP est à sa 15e édition. Donc on a été associés il y a seulement 3 éditions. Donc on a à sa 3e édition à Abidjan. Ils ont été force de proposition, ces jeunes-là. Voilà. Et les problématiques qui se posent aujourd'hui, que ce soit en termes de désertification, baisse de la fertilité agricole, déforestation, on peut aller plus loin, c'est que ça a des effets directs sur les jeunes en fait, qui représentent 77% de la population en Côte d'Ivoire. 56%. Et l'héritage, c'est pour vous, hein? Oui, 56% à l'échelle nationale. Et ça a des effets directs en fait. C'est que ces jeunes-là vont migrer vers les villes et quand il n'y a pas d'opportunité en ville, ils partent. L'immigration clandestine. Ouais. Et les chiffres sont là. Le constat, c'est que chaque année, il y a 10 millions d'Africains, jeunes Africains, qui arrivent sur le marché du travail. Et combien sont insérés? Il y a 3 millions qui ont accès à un emploi formel. Et les 7 millions? Et les 7 millions sont laissés pour compte. Certains se débrouillent dans le secteur informel et d'autres vont ailleurs. Et donc, du coup, vraiment, ils sont les premières victimes en fait, de ce phénomène-là. Il y a également des femmes qui sont victimes de ce phénomène. Madame Koutouan, j'ai envie de dire que vous êtes en charge de l'entrepreneuriat féminin. Alors, comment entreprendre ou comment sensibiliser ou amener les femmes à entreprendre quand on est face à ce type de situation, surtout concernant la terre et le reste? J'ai même envie de dire, il ne s'agit même pas de dire comment entreprendre. Les femmes sont déjà dans les activités agricoles qui constituent l'essentiel de leurs activités. Mais elles sont touchées entrepreneuriales. Malheureusement, cette situation liée au changement climatique vient aggraver déjà les difficultés qu'elles avaient déjà à mener ces activités. Aujourd'hui, on l'a vu, celui qui produisait 10 sacs ne peut plus en produire 10. Alors que nous savons que les femmes en Côte d'Ivoire, comme il l'a dit tantôt, produisent environ 80% des produits alimentaires. Oui. Qui assure la sécurité alimentaire des populations. Dernièrement, nous avons vu les effets de la cherté sur le marché et nous avons tous commencé à crier. Mais cela est simplement dû au fait que les femmes qui assurent la quasi-totalité de la production alimentaire, vivrière et maraîchère n'arrivent plus à produire comme il se doit, ont aussi, en plus de la capacité de production, qui sont mises en difficulté, elles ont aussi des difficultés dans toute la chaîne d'approvisionnement de nos marchés. Mais cette situation de changement climatique vient aggraver déjà la situation dans laquelle elles se trouvaient. Il faut absolument, donc, si nous voulons les encourager
assurer leur autonomisation économique, il faut mettre à leur disposition des moyens pour pouvoir mieux mener leurs activités entrepreneuriales dans le secteur agricole en l'occurrence. C'est vraiment l'heure. C'est pour ça que je disais tantôt que c'est vrai, les jeunes, il y a seulement 3 ans qu'ils ont commencé à participer à la COP. Hein. Fort heureusement, leurs voix sont déjà en train d'être entendues. Ils sont vifs mais et déterminés. Depuis 1995 à Beijing, les femmes demandaient qu'on leur donne le pouvoir pour pouvoir assurer la gestion de la terre. Les femmes ne vendent pas la terre. Les femmes, dans leurs activités agricoles, lorsqu'elles produisent le vivrier et les maraîchers, elles ne détruisent pas la forêt. Elles font plutôt de l'agroforesterie. Alors, qui vous indexez alors? Je ne suis... Suivez mon regard. Non, je vous pose la question, madame. Qui vous indexez? Les femmes n'auraient aucun intérêt à le faire dans la mesure où la division du travail dans les communautés leur donne la part la moins belle, dans la mesure où c'est elles qui doivent assurer la corvée des eaux. Lorsqu'il y a le changement climatique, cette corvée devient encore plus harassante puisqu'il faut aller plus loin pour trouver de l'eau. Absolument. Il faut aller plus loin pour trouver du comestible. Il faut aller plus loin et fournir plus d'efforts pour assurer la sécurité alimentaire des populations. La femme est celle-là, plus que jamais, à qui on doit confier le pouvoir de la gestion. Votre plaidoyer est très fort. Parce que leur pouvoir de gestion n'est pas nuisible. Lorsque la femme assure la gestion, vu que c'est à elle que la répartition sociale des tâches, c'est à elle qu'est confiée la charge d'assurer l'alimentation, la nutrition de la population, d'assurer la protection de la famille. Mais donc, ce rôle qui lui a été affecté par la division du travail dans nos communautés lui donne en même temps l'obligation d'assurer une saine gestion de la terre et de toutes les ressources naturelles qui sont à sa disposition. Alors, si sa voix n'est pas entendue, si la voix n'est pas entendue, si le pouvoir ne lui est pas donné, elle ne pourra pas partager tout ce qu'elle a en elle comme possibilité et solution. Au Kenya, on a vu que des femmes ont pris sur elles de faire la barrière verte en assurant comment on appelle ça déjà, en prenant sur elles de pouvoir repiquer le sol. Comment est-ce qu'on appelle ce terme-là? Elles ont pris sur elles de faire barrière à la déforestation en prenant des engagements forts. Je peux citer aussi des actions très fortes. Elles sont pragmatiques, les femmes, lorsqu'elles veulent travailler. C'est un plaidoyer important. Les femmes sont pragmatiques, elles passent à l'action, elles ne sont pas à la parole. C'est pourquoi elles demandent tout simplement que la place leur soit donnée pour qu'elles mettent à disposition de la communauté internationale les solutions dont elles disposent pour pouvoir aider à résoudre ces problèmes de crise. Peut-être très rapidement. Monsieur Bamba. Ouais, j'aimerais peut-être recentrer un peu les choses. Le reportage qu'on a montré, parce qu'on parle d'environnement, dégradation des terres, reforestation, etc. et tout ça. Mais le but, là, à la fin, c'est comment on se développe. C'est comment est-ce qu'on améliore les conditions de vie des gens tous les jours. Et c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Le monsieur, bon, j'estime que c'est un jeune qui s'est lancé dans l'agriculture. Il en fait son activité quotidienne. Il vit de ça. Et sa famille aussi. Et sa famille qui l'entretient forcément. Et sa production baisse. Ça veut dire que ses ressources financières baissent. Et quand la production baisse, ça veut dire aussi que l'offre sur les marchés baisse et la demande n'a pas baissé. La demande augmente. Donc ça fait que les prix sont plus élevés. Donc c'est pour dire que la lutte là, contre la désertification, contre les changements climatiques et contre la dégradation des sols n'est pas un combat écologiste. Ce n'est pas un combat sur l'environnement. C'est une lutte même carrément, j'allais dire, pour le développement socio-économique et surtout pour préserver la paix, la démocratie et la stabilité. Parce que quand les prix augmentent, quand les gens reçoivent moins d'argent du fait de leur production agricole, ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas contents, et surtout les jeunes. Mais justement, M. Bamba, et je vous prends, c'est-à-dire Mme Coutouan, Dr Dosso, M. Bamba, justement, quand les prix augmentent, quand la terre, elle ne peut plus fournir ou donner ce qu'elle donnait par le passé du fait de l'être humain. Donc c'est notre responsabilité. Les jeunes, vous l'avez dit, ils partent parfois de l'autre côté, ou bien ils s'engagent dans des activités qui sont plus dangereuses pour leur pays. Alors, c'est quand même un problème. C'est vrai que vous dites, M. Bamba, qu'il faille faire en sorte que ce qui est dit ou ce qui est fait permette aux Ivoiriens de mieux vivre. C'est le mieux-être qui est recherché. Mais il y a quand même des réalités. Il y a une base et puis il y a une conséquence. Donc, il est important aujourd'hui de parler de ce qui se passe. Et puis derrière, en se disant, mais quand on met tout cela ensemble, c'est conjugué, on arrive au mieux-être des populations. Parce que
tout le monde n'a pas cette compréhension de ce dont nous sommes en train de parler. C'est pour ça qu'il est important que vous disiez les choses. Et puis, lorsqu'on va parler de solutions, je pense que ceux qui nous regardent vont comprendre qu'il y a des solutions. La situation n'est pas perdue, mais il faut quand même qu'on plante le décor et qu'on rappelle quand même ce qui se passe. Alors, nous allons poursuivre cette émission avec une question sur la terre. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de matériaux ou de l'agriculture, on va dire avec des outils dépassés peut-être par l'industrialisation. Qu'est-ce qu'il faut leur dire à ceux qui aujourd'hui travaillent avec des instruments qui agressent la terre? Parce qu'ils ont l'habitude, c'est peut-être un partage ou un héritage. Qu'est-ce qu'il faut leur dire aujourd'hui? Il faut leur dire simplement que la science, la technologie a beaucoup évolué et qu'on doit peut-être, ce qu'on faisait il y a 70 ans ou un peu plus, qu'on était juste après l'indépendance, il faut passer à la deuxième vitesse et commencer à moderniser l'agriculture. Il faut revenir, comme je disais à l'époque, on avait la Motoragri ici en Côte d'Ivoire. C'était une société de l'État qui consistait à motoriser, à mécaniser, si vous voulez, l'agriculture en Côte d'Ivoire pour augmenter la production agricole. Aujourd'hui, il est possible en Côte d'Ivoire ici d'ouvrir une usine de montage de petits tracteurs, de petits équipements agricoles qui peut même faire gagner 1, 2, 3, peut-être même 4 points en termes de production agricole. Et ce qu'il faut savoir, il y a une chose dont on n'a pas parlé. La terre ou l'agriculture ici en Côte d'Ivoire, c'est une opportunité, terrible opportunité de développement. Il existe pendant la COP, là, autant on a le caucus des femmes, le forum des jeunes, mais il y a aussi le forum des affaires, le business forum. Et les recherches aujourd'hui nous ont montré que pour $1 investi dans la terre aujourd'hui, vous pouvez avoir jusqu'à $30. Donc ça fait quand même, il n'y a aucune banque, aucun dépôt à terme, rien du tout qui peut vous permettre de gagner autant d'argent. La terre aujourd'hui, c'est rentable. On a fait intervenir un jeune qui était avec nous aux États-Unis. Il était en Caroline du Nord, il faisait ses études d'ingénieur, il a travaillé dans des banques, vraiment une très belle carrière. Oui. Il a décidé de tout laisser pour rentrer chez lui dans sa région d'origine ici en Côte d'Ivoire et gagner beaucoup d'argent. En se faisant, comment on appelle ça, agropreneur, à une grande échelle, sur le riz, sur pas mal de... le riz, l'anarcade et pas mal de choses. Aujourd'hui, c'est des exemples comme ça qu'on aimerait avoir. Le bonheur n'est pas... Oui, il est venu parler au Forum des jeunes. Au-delà du forum, ce serait bien. Et il faudrait qu'on multiplie des exemples comme ça. Que dire à nos jeunes, hommes et femmes, que le bonheur ou bien la richesse, l'argent, ce n'est pas forcément dans des bureaux avec des cravates, des costumes ou bien des tailleurs. Les gens gagnent très bien leur vie. Il y a des gens qui viennent d'autres pays. Et c'est encore une fois, il n'y a aucune raison aujourd'hui là que des jeunes risquent leur vie, traversent la Méditerranée, se noient, meurent, ils vont vivre dans des conditions difficiles en France là-bas ou bien en Europe, alors qu'ici en Côte d'Ivoire, c'est possible de réussir. C'est vraiment possible de réussir dans l'agriculture et dans l'exploitation durable, en tout cas, de la terre. Agriculture, terre, opportunité. Alors, je vais vous demander à tous les trois, comment vous comprenez, par exemple, il y a cette émission, il y a des problèmes de la COP, et la COP propose donc des solutions. Alors, est-ce que vous comprenez que certaines populations, ou des jeunes ou autres, soient plutôt attirées par le buzz, par les cancans, que les problèmes qui sont liés à la terre, à leur avenir? Parce qu'on regarde un peu tous ces réseaux sociaux, vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez cela? On comprend difficilement, effectivement, l'attitude de certains jeunes qui sont attirés. Il n'y a pas que les jeunes. C'est vraiment, j'ai dit les jeunes, mais... Bon, si les vieux aussi se lancent dans ce genre d'activité-là, c'est qu'on a de bonnes raisons d'être inquiets. Donc, je veux dire, le pays aujourd'hui, malgré les difficultés climatiques, malgré les difficultés par rapport à la production agricole et tout ça, comme je dis, quand on va dans la région de Daloa, Guézabo, etc., on voit toute cette plaine alluviale-là, ces bassins inondés. Et en Côte d'Ivoire, ici, on importe pour 200 milliards de francs CFA chaque année de riz. Donc, ça veut dire que déjà, il y a une possibilité de se lancer dans la production de riz et économiser ces devises qui sortent, qui défavorisent notre balance des paiements, et créer de la richesse ici. Le but, c'est ça, créer de la richesse et de la redistribuer. Il y a des disparités entre les régions ici, en Côte d'Ivoire, du fait de pratiques agricoles peut-être non durables, du fait des conditions climatiques dans lesquelles les gens évoluent, qui ne permettent pas effectivement d'augmenter leur production agricole. Mais les opportunités sont là. Sérieusement, les opportunités sont là. Alors, oui, non, mais ce que vous dites, je veux demander à les jeunes. Je vous donnerai la parole tout à l'heure. Oui, madame Couton, allez-y. Oui, moi, à la limite, contrairement au PCO, moi, je comprends bien pourquoi est-ce que les jeunes sont attirés par l'exemple.
l'état des lieux montre la pénibilité du travail. C'est bien, il y avait la motoragri. Oui. Qui n'aurait pas envie d'aller mener de l'agriculture si tout le monde avait accès aux technologies de production, de transformation et de commercialisation? Malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les femmes continuent de travailler à la sueur de leur front, sans avoir accès à toute la technologie pour faciliter le travail agricole. Elles continuent, vous l'avez si bien dit, le travail est tellement pénible qu'elles vieillissent avant l'âge. Elles n'en tirent même pas le dividende qu'il convient pour sortir de la pauvreté. Elles restent encore confrontées au problème de pauvreté. Face à cela, mais s'il y a une possibilité d'espérer un mieux-être ailleurs, c'est ce qui justifie l'exode. Donc nous pensons qu'il y a des solutions. Lorsqu'on arrivera au moment des solutions, on va les aborder. Vous parlez mais pour l'heure, il y a beaucoup de difficultés encore à mener des activités agricoles. C'est ce qui peut justifier le désintéressement des jeunes et des femmes et des jeunes filles aux métiers de la terre qui, fort heureusement, constituent pour nous la plus grosse opportunité professionnelle qui puisse exister. Parce que vous travaillez avec les femmes rurales. Les femmes en milieu rural, les femmes qui sont sur les marchés. Oui. Vous voyez dans quelles conditions elles travaillent au marché. Il faut sortir à 4 heures du matin, voire parfois un peu plus tôt. Il faut rentrer très tard. C'est à peine si on peut s'occuper correctement des enfants à la maison. Mais ce n'est pas la vie que les jeunes auraient envie de mener. On veut aspirer à mieux que cela. Donc il faut pouvoir créer les conditions pour que les métiers de l'agriculture soient menés pour donner toute la dignité et permettre aux populations qui s'adonnent à cette activité avant de passer de pouvoir à Dr Dosso, tirer toute la richesse qu'il convient de tirer de l'investissement professionnel dans ces secteurs. Oui, Madame Couton, je voudrais vous demander avant de passer la parole à Dr Dosso, parce que là, il est impatient de nous partager ce qu'il pense. Alors, ces femmes rurales, ou ces jeunes filles rurales aussi, parce que vous en avez, qu'est-ce que vous leur dites? Parce qu'elles sont dans, on ne va pas dire difficulté, mais parfois c'est pénible. Qu'est-ce que vous leur dites pour les encourager à poursuivre? Nous leur disons, dans tous les cas, la femme ne peut pas se permettre de ne pas travailler. Oui. Elle ne peut pas, évidemment, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Où elles travaillent, où elles s'en vont, s'adonner à d'autres vices qui ne sont pas pour leur bien. Il faut absolument qu'elles s'investissent dans les activités entrepreneuriales. Nous les encourageons à le faire, même si nous reconnaissons qu'il faut créer les conditions favorables pour leur permettre de mettre à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire toutes leurs compétences pour contribuer au même titre que les hommes au développement. Mais il y a encore beaucoup de défis à réaliser à ce niveau-là, qui nous interpellent tous. Docteur Dosso, tout à l'heure, vous vouliez intervenir, alors nous vous écoutons. Merci. Les jeunes. Les jeunes, merci beaucoup. Peut-être 2 chiffres à rappeler rapidement. Allez-y, allez-y. Rapidement. Notre agriculture aujourd'hui contribue à peu près à 20-25% de notre produit intérieur brut. Oui. Et emploie près de 50% de notre population active. Et c'est des chiffres qui sont caractéristiques un peu de l'Afrique de l'Ouest, dans les différents pays. Et il n'y a aucune chance qu'on soit ailleurs dans 20-25 ans qu'à moins de 50% de notre population active. Si rien n'est fait, si on continue l'agriculture extensive, si on continue en fait à cultiver sur des terres plus grandes avec des rendements qui baissent, il n'y a aucune chance en fait qu'on ait encore une population agricole qui s'accroisse. C'est impossible. Les jeunes vont fuir les milieux ruraux et vont se retrouver en ville en fait, cloisonnés en fait et tiraillés entre différents mots en fait. Donc, ce qui va se passer en réalité, voilà le schéma. Donc, si on ne change pas de trajectoire, s'il n'y a pas d'innovation, si les jeunes ne sont pas impliqués, si les approches... Vous devez vous-même vous battre pour être impliqué. Oui, mais c'est justement tout le sens... L'héritage, c'est pour vous. C'est justement tout le sens des discussions qu'il y a eu hier et avant-hier. Oui. Et ce qui est intéressant déjà, quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, où le chef de l'État, son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara, a décidé que l'année 2022, c'est vraiment l'année de l'insertion professionnelle des jeunes. Et ce mandat fort, en fait, a été donné au ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle, du service civique, et qui prend son bâton de pèlerin, en fait, et qui se bat vraiment pour l'insertion professionnelle des jeunes, tant en tant que stagiaires, tant en tant qu'entrepreneurs, et surtout dans les métiers, en fait, de la terre. Et le thème de ce forum que je n'ai pas eu à rappeler, en fait, au début de l'émission, c'est les métiers de la terre de demain pour les jeunes. Est-ce que, justement, en ce qui concerne ces métiers de la terre, donc on parle de demain, est-ce que l'innovation, mais plutôt, est-ce que le numérique, le digital intervient? Effectivement, oui. C'est au cœur même en fait, du changement. Quand on parle d'agriculture de précision, c'est effectivement ces instruments-là qui sont mis en avant. Et les jeunes qu'on a eu à écouter déjà lors de ces deux jours, il y a des jeunes qu'on appelle comme ça, en fait, les héros de la terre.
il y a eu un panel en fait qui leur a été dédié, qui viennent du monde entier, qui viennent de Ouganda, Kenya, Zambie, et qui ont présenté en fait des projets de la Côte d'Ivoire également, qui ont présenté des projets et qui permettent en fait de changer la tendance de la désertification dans les différents pays, qui sont vraiment aux avant-gardes en fait du reboisement, des approches nouvelles en fait en termes d'agriculture, en termes de fertilisation des sols et d'écotourisme également, parce que ça fait partie également de la préservation contre de la réhabilitation des sols, de la lutte contre la désertification. Monsieur Bamba, est-ce que quand vous regardez tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, vous êtes donc le PCO de la COP 15, est-ce que c'est aussi ce qui se passe avec la Terre? Est-ce qu'il y a un problème de mentalité, de comportement? On peut le voir comme ça, parce qu'il y a un gros travail de sensibilisation à faire, effectivement, d'expliquer à ces jeunes-là que l'avenir n'est pas forcément à se déplacer, à traverser la Méditerranée, et qu'il est possible de produire autrement. Tout à l'heure, vous parlez de est-ce que le digital joue un rôle dans la production agricole. Effectivement, la science a beaucoup évolué. Il y a un exemple, et ce n'est pas loin, c'est ici en Côte d'Ivoire, dans la région de Korogo, où des jeunes informaticiens ont développé une application sur leur téléphone. Eux, ils ne sont pas dans la terre vraiment avec la machette, la houe, etc. Ils sont avec leur tablette et ils mettent en contact la production et les marchés. Ils mettent en contact les productrices, en tout cas que ce soit noix de cajou, mangue, coton, etc., et le transporteur, et celui qui fait le conditionnement. Donc, ils jouent un rôle d'intermédiaire et naturellement, ils se rémunèrent là-dessus. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a une réelle opportunité. Pour ceux qui n'ont pas envie de se salir les mains ou qui pensent que ce travail n'est pas trop valorisant et qui sont informaticiens, par exemple, ou pas, ils peuvent effectivement gagner leur vie à partir de cela. Maintenant, il y a bien d'autres domaines sur la sensibilisation, bien la vulgarisation, en essayant d'expliquer aux gens qu'ici en Côte d'Ivoire, on peut réussir dans le domaine de l'agriculture et dans la science et la technologie. C'est tout ce qui est irrigation, tout ce qui est agriculture intelligente, comme vous disiez tout à l'heure, à quel moment il faut planter, quel genre de semences il faut utiliser, quel genre d'engrais organiques qui vont pas... Vraiment, ça, c'est scientifique en réalité. C'est scientifique. J'allais dire même que c'est technique, parce qu'on ne peut plus aujourd'hui continuer à travailler avec la houe et la machette, si on veut franchement avoir une production agricole qui vous permette de vivre correctement. Mais alors, moi, j'ai juste une question. C'est vrai que vous dites on ne peut plus continuer à travailler avec la houe, moi, je vais ajouter la daba, etc. Mais ça demande quand même de l'argent. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du pays, il y a des travails d'agriculteurs. C'est ce qu'ils ont. Comment peuvent-ils changer d'approche si c'est ce qu'ils ont? Vous abordez un sujet qui va être abordé lors de la COP 15. C'est les mécanismes de financement de l'agriculture. Ici en Côte d'Ivoire, vous savez que seulement 5% des projets agricoles sont financés par les banques commerciales. Donc l'idée, c'est de réfléchir sur est-ce que l'on revient, par exemple, à ceux qui ont connu, je pense que Mme Koutoua a dû connaître ça, la Banque nationale de développement agricole, qui nous a aidés, effectivement, elle n'existe plus pour les raisons que l'on sait. Ensuite, on a eu la Banque de financement de l'agriculture, il y a un peu plus de 10 à 15 ans, qui a fait faillite aussi. Mais ce qu'on a fait ici, dans le cadre de la COP, c'est qu'on a fait venir les responsables de la Banque d'investissement agricole du Mali, du Sénégal, du Ghana, de tous ces pays-là, afin qu'on puisse réfléchir sur les erreurs commises par ces pays et puis sur les avancées aussi. Comment est-ce que nous, ici en Côte d'Ivoire, pays presque exclusivement agricole, tout à l'heure, on disait que la contribution au PIB de l'agriculture, c'est 20%. Non, c'est 35% réellement, quand on va par extrapolation. Et c'est quand même la moelle épinière, l'épine même dorsale de notre économie, c'est l'agriculture. C'est ça qui fait ce que nous sommes, c'est ça qui est au cœur même de notre ADN. Donc, j'allais dire que la COP permet aussi d'avoir ce débat-là. Et la Côte d'Ivoire, à la fin de la COP, décidera si oui ou non, on veut avoir une banque de développement agricole, une banque d'investissement agricole. Moi, mon avis, c'est qu'on en a besoin. Mais vous avez financement tout à l'heure. Vous avez défendu cette approche? Absolument, et je défends ça tous les jours. Je défends ça sur votre plateau de télévision ici aujourd'hui. Très bien, on est là pour cela aussi. Alors, on parle de plaidoyer au niveau des jeunes, justement, parce qu'il y a eu cette réunion, c'est la 3e, vous l'avez dit, je pense avec un peu de regret, mais vaut mieux tard que jamais, vous êtes là, vous prenez votre place. Alors, une banque, justement, pour aider au financement de vos projets. C'est crucial, en fait. C'est même indispensable. Quelque chose qui est contre-intuitif comme ça, l'agriculture est extrêmement intensive en capital, au même titre que les infrastructures et les énergies. Donc, ça demande beaucoup de capital, en fait, pour pouvoir investir dans l'agriculture. Et les jeunes l'ont démontré encore, et ça fait partie de leurs sollicitations formulées ces 2 derniers jours. Donc,
Donc, oui, effectivement. Donc, c'est ce que je disais. Donc, l'agriculture est extrêmement intensive en capital. Oui. Et ce qu'il faut peut-être démystifier un peu concernant la pénibilité dans le secteur de l'agriculture, dans les métiers agricoles, c'est que il y a l'agriculture au sens pur et dur, en fait, dont on connaît la pénibilité, Oui. mais par la mécanisation, en fait, dont on permet, en fait, d'alléger un peu la souffrance des agriculteurs. Là, vous faites un peu allusion aux femmes. Ou bien les jeunes femmes également. Jeunes. On est dans le même bateau. Vous êtes dans le même bateau, mais sauf que vous ne souffrez pas de la même façon, docteur Dosso. On sait que vraiment les femmes, docteur Monsieur Bamba l'a dit, ça raccourcit aussi leur espérance de vie. Il y a des femmes qui sont jeunes, il y a des femmes qui sont jeunes, il y a des jeunes qui sont des femmes. Donc moi, je ne fais pas des dichotomies. C'est très bien. Ce que je pourrais ajouter à ce niveau, c'est que l'agriculture, elle est vaste. Oui. Au-delà de l'agriculture, il y a vraiment tous les éléments d'infrastructure qui entourent le secteur agricole, en fait. Les chaînes de froid, les chaînes de distribution, les lieux de stockage, toutes les petites infrastructures, en fait, autour de l'agriculture, au-delà même des éléments d'ordre purement agronomique. Donc, ça, c'est extrêmement important, en fait. Figurez-vous qu'au XVIIIe siècle, l'invention la plus importante pour l'agriculture au XVIIIe siècle, pour les économistes historiens, ce sont les ponts et chaussées. Donc, ce n'est pas des engrais, ce n'est pas des pesticides, oui. Ce sont les ponts et chaussées. Donc, c'est extrêmement important, en fait. Donc, les jeunes, pour un retour à l'agriculture, ou en tout cas pour les pousser dans l'entrepreneuriat agricole, il va falloir beaucoup de financement. Et donc, du coup, j'abonde dans le même sens que monsieur le PCO. Une banque, c'est indispensable et que les jeunes soient vraiment une cible. Financement sensibilisé, parce que certains jeunes pensent que repartir à la terre, c'est synonyme d'échec. Pas du tout. Pour certains. Pas du tout. Il y a des success stories dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole. Et je pense même que l'avenir, en fait, des jeunes qui vont de plus en plus à l'école, de plus en plus loin à l'école, mais c'est dans les métiers de la terre, justement. Parfait. Voilà. Alors, nous accueillons avec beaucoup de plaisir le professeur Jean Kouadio. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes point focal national de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. C'est un sujet qui nous concerne. Et vous êtes également, et c'est très important, coordonnateur du projet Gestion durable des terres au ministère de l'Environnement et du Développement durable. C'est ça. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Merci de nous avoir Bonsoir, rejoints. Monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, professeur, vous êtes de plein pied dans la COP 15 et je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes point focal national pour toutes ces questions de désertification et de sécheresse. Aujourd'hui, quelle est la réalité de ce qui nous entoure, ces terres? Dans quel état se trouvent-elles? C'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, mais avec votre regard d'expert. Merci, madame. Alors, quand nous avons fait l'état des lieux de la dégradation des terres en Côte d'Ivoire, nous avons vu que notre pays connaît ce fléau comme tous les autres pays. J'en veux pour preuve la migration de la boucle du cacao de l'Est vers l'Ouest. En son temps, quand on arrivait à Bangoro, ben c'était la joie, c'était la fête parce que le cacao donnait comme il se devait. Mais aujourd'hui, la terre s'est dégradée et la boucle du cacao est allée vers l'ouest. Au nord, si vous voyez que les populations migrent vers l'ouest, vers le sud, c'est parce que la terre s'est dégradée. Au centre, c'est la même chose. Même au sud, avec les activités que nous pratiquons au quotidien, la terre s'est aussi dégradée. Quand vous dites activité, c'est la dégradation des sols? Oui, en fait, il faut comprendre par désertification, dégradation des sols, c'est-à-dire la perte de certaines fonctions de ces sols-là, surtout la fonction nutritive. Et donc c'est un danger en réalité. C'est un danger, oui, parce que si nous prenons le cas du vivrier, si nous n'avons pas une agriculture qui donne assez, le panier de la ménagère en ville ici sera le sachet de la ménagère. Et c'est ce que nous voulons éviter. Et il y a une incidence sur la vie chère, on est oui, tous d'accord là-dessus. Oui, bien entendu. M. Bamba. Absolument, on a déjà abordé. Docteur, le sujet, absolument. c'est clair. Madame Coutoin, incidence sur la vie chère. Alors, je veux vraiment vous demander de revenir vraiment à la culture à la terre. Vous avez parlé de la boucle du cacao, anacarde, donc il y a d'autres, il y a l'EVA qui agresserait la terre. Mais comment faire en sorte que cela ne soit pas, sachant que l'EVA, le cacao et l'anacarde sont des éléments importants
de notre économie? Ouais, faudrait voir peut-être le problème sous deux axes. Vous avez mentionné des spéculations, l'anacade, le café, le cacao, le palme à huile, les VA, etc., qui, à l'époque, on a cultivé de façon vraiment extensive. On a dû couper des forêts, justement pour planter effectivement ces spéculations. Et ça a été, je dis, très préjudiciable aux écosystèmes terrestres ici en Côte d'Ivoire. Maintenant, ça me fait passer à l'initiative d'Abidjan, ou bien le Abidjan Legacy Programme tel que nous l'avons rédigé, qui dit que dans les chaînes de valeur existantes, on doit arriver à une agriculture zéro déforestation, ou bien qu'on doit avoir moins de 1% de forêts converties en tout cas en terres agricoles. Donc c'est un peu ça le défi qui se pose à nous aujourd'hui, de pouvoir produire sur des superficies plus petites, mais des quantités plus importantes. Donc plus jamais en Côte d'Ivoire, il y a une législation en tout cas qui est en cours, qui a déjà été adoptée, pour qu'on ne coupe plus les forêts pour les transformer en tout cas en terres agricoles. Maintenant, comme je disais tantôt, il y a cette possibilité-là d'augmenter en tout cas la production à l'hectare ou au mètre carré, mais il y a aussi une meilleure maîtrise de l'eau, une meilleure maîtrise des engrais agricoles, une meilleure maîtrise des prévisions météorologiques, à quel moment on plante, à quel moment on récolte, et tous ces éléments font de telle sorte qu'effectivement, on réussit à avoir une agriculture, on va dire, un peu plus soucieuse des considérations environnementales et de la durabilité, en tout cas, des sols. Donc, c'est fortement possible de produire de façon extensive et de protéger en même temps, permettre à l'écosystème terrestre de continuer à fournir les biens, services et bénéfices qu'il fournit à la population et pas seulement à la nature. C'est vrai, donc on a fait le tour des problèmes, l'état des lieux, et il faut des solutions, parce que c'est bien de faire le point, mais nous allons tout de suite écouter des populations qui s'expriment, qui font des solutions, qui proposent des solutions, et par la suite, nous allons vous écouter avec les vôtres. Au sortir de cette convention-là, je souhaiterais que ce serait une aide à l'endroit des producteurs, des cultivateurs, une aide financière. Parce qu'en fait, quand on parle de changement climatique, on parle de sécheresse, on parle de forcément baisse de production. Aujourd'hui, on constate un peu qu'il fait très chaud. Donc, le reboisement ferait que la Côte d'Ivoire va se retrouver. Surtout la COP15, il faut prendre les mesures qui s'imposent, telles que le reboisement, telles que la lutte contre l'érosion côtière. La lutte contre l'érosion côtière, ailleurs, on a trouvé des solutions. Je vous dis, par exemple, dans certains pays, ils ont mis des digues qui amortissent le houle, de sorte que le contact avec la côte ne soit pas aussi sévère ou détruit. Bon, donc, beaucoup de solutions peuvent être envisagées. Est-ce que les pays africains produisent beaucoup de gaz? Ce sont les grandes puissances. Voilà. Et ce sont malheureusement ces décideurs-là qui ne font pas grand-chose pour améliorer la situation. Ce que je souhaite, c'est que ils aillent avec une sincérité, qu'ils réduisent nécessairement la production de ces gaz à effet de serre. Et puis, à notre niveau, ce que nous pouvons faire, c'est de penser à soutenir déjà le projet de la SODEFOR qui consiste à promouvoir le reboisement. Ça va beaucoup aider. Pour nous les femmes, j'aimerais que les chefs d'État puissent au moins mettre des fonds de commerce en place pour pouvoir aider certaines femmes qui n'ont pas les moyens de pouvoir entreprendre. Et puis aussi, qu'on ait encore plus de centres de formation pour que les femmes apprennent des activités. Ça peut être la coiffure, ça peut être la couture. Ce que j'attends pour que nos chefs d'État, sincèrement, il faut qu'ils regardent la jeunesse africaine, surtout la jeunesse ivoirienne. C'est très important. L'agriculture, par exemple, aujourd'hui, là, si c'est pour s'abaisser d'abord, c'est pas sûr qu'on sera autosuffisant. Il faut des trucs, des machines pour aider la jeunesse à aller plus, ceux qui sont dehors dans le secteur. Et encourager aussi
encourager aussi ceux qui n'ont pas, essayer de causer avec la jeunesse, sincèrement, ils veulent quoi? Essayer de les aider, ils n'ont qu'à monter des projets. Ah, voilà ce qu'on veut faire, les moyens nous manquent. Essayer de les aider, ils sont beaucoup qui sont intelligents, mais les moyens font défaut. Alors, Monsieur Kouadio, professeur Kouadio, Madame Koutouan, docteur Dosso, Monsieur Bamba, réaction. Docteur. Merci beaucoup. De ce qu'on a écouté, je pense que les jeunes se sont exprimés. Et moi, vraiment, ça me conforte dans ce que j'ai entendu lors de ces 2 derniers jours, je le répète. Les jeunes, à notre niveau, ont quatre grandes doléances, en fait, des sollicitations qui constituent vraiment les principaux goulots d'étranglement pour se lancer, en fait, dans les métiers de la terre. Et l'autre le disait tout à l'heure, si c'est pour aller se rabaisser encore avec la DABA, il n'en est pas question. Il faut la remplacer, la DABA. Il faut la remplacer par la mécanisation, par les approches nouvelles. Et les jeunes, avant-hier et hier, ont encore réaffirmé cela en 4 grands points que je vais lister rapidement. Le premier grand point, c'est vraiment qu'on les place au cœur de la diplomatie environnementale. Donc, toutes les grandes décisions internationales, en tout cas en termes de désertification, qui concernent les enjeux de désertification, mais même les autres COP, que ce soit sur la biodiversité ou sur le climat, vraiment qu'ils soient au cœur, en fait, des prises de décision, parce que de ce qu'il s'agit, c'est de leur avenir, c'est de leur devenir. Donc on parle en leur nom et on parle au nom de leurs enfants, en fait. Ce n'est pas la génération de maintenant. La COP 15... vous entendez? Oui, la COP 15... Ce n'est pas la génération de maintenant. Oui, on parle de demain. C'est pourquoi on parle des métiers de la terre de demain. Et la COP 15, quand la première COP a été lancée à Rio en 92, la plupart des jeunes qui étaient là hier et avant-hier n'étaient même pas encore nés. Voilà, ça c'est le premier constat. Donc vraiment qu'ils soient vous rattrapez vraiment les 3 ans. Voilà, donc qu'ils soient vraiment placés au cœur de la diplomatie environnementale. Le deuxième point, c'est vraiment l'accès à la formation. Voilà, qu'ils puissent accéder vraiment à la formation. Et c'est pas uniquement une affaire de l'État, du gouvernement. C'est une affaire aussi du secteur privé, de la société civile. C'est tout le monde qui doit être impliqué. Et le troisième point, c'est vraiment l'accès au financement. Et ça, c'est hyper important. Comme je le rappelais tout à l'heure, en fait, l'agriculture est devenue de plus en plus intensive en capital et moins intensive en travail. Donc, il faut beaucoup de moyens. Et donc, du coup, la proposition de M. le PCO concernant la création d'une banque est indispensable. Je soutiens, je souscris totalement. Et le dernier point, le quatrième point, c'est justement accéder, en fait, au foncier rural. Donc, vraiment, donner la possibilité aux jeunes d'accéder à la terre. C'est bien, ils peuvent revenir, en fait, au métier de la terre avec des approches nouvelles. Ils ont des idées, des très belles idées. Ils sont assez innovants. Ils sont ouverts au monde. Et de leur donner la possibilité d'accéder à la terre pour qu'en Afrique et en Côte d'Ivoire singulièrement en particulier, qu'ils puissent en tout cas nous aider à réaliser la révolution verte mexicaine, chinoise, indienne, mais avec les techniques d'aujourd'hui. Très bien. Voilà. Professeur Kouadio, un commentaire sur ce qu'on a vu? Oui, moi je suis d'avis avec tous ceux qui sont intervenus. Aujourd'hui, nous pouvons révolutionner l'agriculture parce que avec les méthodes passées, nous avons échoué pratiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces méthodes-là qui ont dégradé nos sols. Vous parlez de quoi en particulier? Je parle par exemple de l'agriculture itinérante sur brûlis. Je parle de l'utilisation des engrais chimiques. Aujourd'hui, il faut utiliser d'autres bonnes pratiques. Ces pratiques-là, nous sommes prêts à les enseigner et très bientôt après la COP, nous irons sur le terrain pour les enseigner aux populations. Mais est-ce que, là on est en 2022, il y a quand même des écoles, on a des écoles à Yamoussoukro et ailleurs, qui forment des agronomes. Alors, et puis vous-même, vous êtes en charge, justement, vous êtes le coordonnateur de toute cette question de la gestion des terres durables, c'est cela? Oui. Alors, mais pourquoi aujourd'hui vous nous dites que vous allez sur le terrain après la COP pour les sensibiliser? Non, nous avons commencé il y a longtemps. D'accord. Mais nous venons d'éditer un ouvrage intitulé « Les bonnes pratiques culturelles » que nous allons enseigner aux populations. Sinon, la sensibilisation a commencé depuis belle lurette. Et chaque année, avec la quinzaine de l'environnement, nous allons sur le terrain. Nous organisons la journée mondiale de la lutte sur la désertification chaque année, le 17 juin. Oui. Et c'est pratiquement une fête tournante pour sensibiliser les populations sur ce fléau qu'est la dégradation des terres. Donc aujourd'hui, nous estimons que nous devons passer à une autre phase. Si les premières phases ont eu
un certain succès, il faut aller encore plus de l'avant pour avoir un succès plus probant, un succès qui puisse amener nos populations à être autonomes, à accroître leur bien-être, à faire en sorte que notre pays, qui est, je dirais, tributaire des ressources naturelles, puisse accroître son PIB et être un pays, comme on le dit souvent, émergent, un pays même émergé, développé. Développer, émerger, modèle, en ce qui concerne l'agriculture et la redistribution des richesses, parce qu'il en a aussi question, et vous en avez parlé. Madame Koutouan, après ce reportage de Davis Oyo, je le rappelle, nos collègues Olivier Kofi et Ibrahim Koné, quel est votre commentaire et solution? Il est important que des solutions soient envisagées. Je le disais au début de ce grand débat, que l'heure était à la décision. L'heure est venue de prendre des décisions. Et pour ce qui concerne les femmes, l'heure est au moment où il faut leur donner l'opportunité de prendre le pouvoir de décision. À tous les niveaux. Que faut-il faire? Les femmes n'ont pas renoncé, ne renoncent pas jusque-là à leur responsabilité d'assurer l'autosuffisance alimentaire, d'y contribuer. Ce sont les seules aujourd'hui, j'ai envie de dire, qui aiment bien encore ce métier. Tout ce qu'elles demandent, c'est que les moyens leur soient donnés. La première ressource pour pratiquer l'agriculture, c'est la terre. Oui. Et nous connaissons toutes les contraintes liées à l'accès à la terre pour les femmes. Environ 12% seulement de femmes de Côte d'Ivoire possèdent un titre foncier. Il est important que nous puissions, alors que toute la législation ivoirienne, aucun instrument juridique n'empêche l'accès de la femme à la terre. Toutes les dispositions juridiques sont favorables à l'accès de la femme à la terre. Il se passe que le constat est que les femmes n'ont pas accès à la terre. Il faut leur donner la possibilité donc d'avoir accès à la terre pour pouvoir pratiquer l'agriculture comme elles veulent, comme elles peuvent le faire pour permettre au marché d'être ravitaillé et aux populations de pouvoir se nourrir correctement. C'est la première des choses. La deuxième des choses, nous savons que malheureusement les femmes constituent le taux le plus important des populations pauvres dans notre pays. Il faut inverser la tendance en travaillant à assurer leur autonomisation économique. On a parlé de créer une banque qui pourrait financer les activités agricoles. Il faut absolument que les femmes aient la possibilité d'aller solliciter les ressources financières pour pouvoir mener leurs activités entrepreneuriales, pour développer leur agriculture, pour pouvoir acquérir les technologies nécessaires à la mise en œuvre de l'agriculture moderne et renoncer à l'agriculture avec la houe et la daba, comme nous le constatons. Est-ce que ce n'est pas au niveau de la formation qu'il faudrait peut-être... Absolument, il faut donc élargir leurs droits, les leviers de formation, les leviers d'information, parce que malheureusement, elles n'ont pas toujours accès à l'information et à la formation. Et dans ce sens, qu'est-ce que vous faites? Absolument indispensables pour pouvoir assurer. Solution concrète, qu'est-ce que vous faites justement après ces constats, qu'est-ce que vous faites justement pour que les choses soient inversées? L'engagement majeur qui a été pris au niveau de la Côte d'Ivoire en la matière, il a été au plus haut niveau par la mise en place d'un fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire qui a été initié par la première dame elle-même, qui de ce fait a traduit son engagement personnel en faveur de l'autonomisation économique de la femme. À côté de ce qu'elle fait, tous les autres départements de Côte d'Ivoire ont également mis à disposition certains mécanismes pour accompagner les jeunes, que ce soit les jeunes, les femmes entrepreneurs et le milieu rural, accompagner les populations pour pouvoir développer les activités entrepreneuriales. Beaucoup de choses sont déjà réalisées, mais il convient d'aller plus loin pour permettre à nos femmes et à nos jeunes filles qui, heureusement, ne sont pas en train de fuir totalement les activités agricoles, bien qu'une ait proposé qu'on leur donne les moyens de devenir couturières mais je pense qu'aujourd'hui, il est question de rendre les métiers de l'agriculture plus attrayants. C'est cela. Plus nous mettrons en évidence les success stories dans ce secteur, plus les jeunes, les femmes auront envie de s'investir dans ces métiers et même ces métiers d'avenir, comme nous l'a présenté Dr Dosso. Donc c'est autant de possibilités qui existent, d'opportunités pour permettre vraiment aux femmes de jouer leur rôle pleinement en tant que participants
au développement de notre nation. Alors, améliorer la vie d'une femme, c'est améliorer la vie d'une nation. Je cite la première dame, Madame Dominique Ouattara, qui l'a dit hier lors du caucus genre. Qu'est-ce que cela vous inspire, Monsieur Bamba? Je pense que la première dame de Côte d'Ivoire qui nous a soutenus dans la préparation de cette COP et dans l'organisation de cette COP a parfaitement raison de dire qu'améliorer les conditions de vie d'une femme, c'est d'améliorer les conditions de vie de toute une nation. Et cela est tellement vrai lorsqu'on ramène ça au niveau du monde rural, au niveau du monde agricole. Parce que ces femmes, on en parlait tantôt, qui se réveillent à 4 heures du matin pour chauffer de l'eau, pour faire le repas. Ensuite, elles vont au champ de la collectivité. Elles viennent faire le repas à midi. À 16 heures, elles vont au champ familial. Et après, elles n'héritent pas forcément de la terre laissée par le mari. Mais la loi est là, mais c'est les pesanteurs traditionnelles, culturelles là, qui font qu'elles-mêmes, elles renoncent même à aller chercher leur héritage lorsqu'il s'agit de la... Est-ce que ça n'arrange pas certains que ces femmes, justement, renoncent à l'héritage? Mais c'est par rapport au niveau de connaissances, peut-être au niveau d'éducation. Les femmes sont peut-être en zone rurale, moins alphabétisées que les femmes en zone urbaine. Mais il y a un gros travail à faire pour l'application de la loi. Il faut forcer peut-être, utiliser la force publique pour que les femmes héritent de ce dont elles ont droit. Mais peut-être j'aimerais revenir sur ce que la première dame disait. Et on parlait de la banque, effectivement, de développement agricole. Mais lorsque nous préparions la COP, on a décidé de faire venir ici en Côte d'Ivoire le PDG de la banque kenyane des femmes. Parce qu'une banque des femmes, ça existe au Kenya. C'est 2000 personnes, 2000 stars qui travaillent là-bas, c'est 60 000 projets, et puis c'est 74 millions de dollars de chiffre d'affaires. Ça marchait tellement bien qu'elles ont décidé d'ouvrir maintenant. Elles ne prêtaient qu'aux femmes, elles ne finançaient que les projets des femmes. Ça marchait tellement bien qu'elles ont décidé d'ouvrir effectivement leurs services à des hommes. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Parce que parce que les résultats autant ont les changé. femmes payent bien les crédits, les hommes, c'est pas toujours qu'ils payent les crédits. Non, mais dans un registre plus sérieux, oui. On s'inspire effectivement des modèles de succès dans d'autres pays. C'était question de venir ici pour discuter effectivement avec les autorités, notamment le ministre en charge de la femme, pour voir comment est-ce qu'on peut reproduire ce système-là ici en Côte d'Ivoire. Partage de bonnes pratiques. Voilà, aux jeunes femmes, comme elle disait tout à l'heure, aidez-nous pour la coiffure, pour la culture. Il y a d'autres métiers. Il y a beaucoup d'autres métiers qui sont spécifiques aux femmes, et je pense qu'un instrument de financement de leurs activités à l'échelle de peut-être même multiplié par 10, par 100 dans tout le pays serait très utile. Mais j'aimerais revenir sur ce que Ahmed Méité disait, un de des gens que vous avez interrogé dans votre micro-trottoir. Il disait que si c'est pour se courber encore avec la daba et la machette, vraiment, lui, ça ne l'intéresse pas. C'est archaïque. Voilà, c'est archaïque. Mais c'est de dire qu'on essaie d'élaborer des solutions ici sur ce plateau, mais c'est pour dire que le gouvernement fait déjà des choses. Oui. Ils ont créé 9 agropoles dans toute la Côte d'Ivoire en fonction des propriétés physico-chimiques des sols. On va décider par exemple que l'agropole du Nord-Est, ça va être la zone où on va produire les ignames, par exemple. Donc avec la Banque africaine de développement, il y a des choses qui se font. On a déjà signé pour l'agropole Bélier dans le centre. Et puis récemment, ils ont signé aussi, je pense, pour l'agropole Nord. Ce sont comme des projets pilotes? C'est des gros projets, beaucoup d'investissements. Oui. Il y en a un, c'est 165 milliards, par exemple, de francs CFA, où en fonction de la zone, en fonction de la pluviométrie, en fonction de la disponibilité en eau, on dit le manioc, par exemple, va pousser ici. C'est un peu l'exemple américain. On a fait le Corn Belt, oui. D'essayer de spécialiser les régions en fonction de leurs propriétés pour qu'on puisse faire pousser davantage telle ou telle spéculation. Et ça, c'est un des meilleurs moyens pour arriver à l'autosuffisance alimentaire. Maintenant, il faut voir le facteur création d'emplois. C'est le plus important pour les jeunes et pour les femmes. Et les femmes. Alors, vous parliez tout à l'heure de bonnes pratiques. Moi, je vais juste partager avec vous une expérience qui a été vécue au Niger et qui, depuis 1975, c'est la célébration de l'indépendance de ce pays le 3 août. Et ce 3 août est couplé avec la fête de l'arbre, le planting. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, peut-être à l'école, parce que cette sensibilisation a commencé à l'école, parler de l'école, à l'école de justement cette préservation de la terre, la sensibilisation. Professeur Kouadio, vous qui êtes en charge justement de ce volet de terre durable et la gestion de ces terres. Oui, il faut déjà, dès l'école, apprendre aux uns et aux autres la préservation de l'environnement. Et c'est ce qui se fait déjà. Hein. Il y a certaines structures au sein de nos ministères qui s'initient déjà à la chose, qui initient aussi les enfants à la chose. Oui. Si nous commençons dès le bas âge, je crois que à l'âge adulte, les enfants d'aujourd'hui ne feront plus comme nous.
je voudrais attirer l'attention des uns et des autres. Nous qui sommes citadins, nous avons tous des plantations dans la zone rurale. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours les mauvaises pratiques que nous utilisons. Nous avons aujourd'hui chacun une mine d'or clandestine. C'est nous qui œuvrons à ce que la terre soit dégradée. Donc on part de la vie avec nos mauvaises pratiques et on va à l'intérieur du pays les transporter. C'est clair. En ville, nous sommes avec nos cravates, nos vestes, mais au village, nous détruisons notre environnement. Aujourd'hui, il y a certains ici qui crient haut et fort la protection de l'environnement, mais qui, derrière tout cela, détruisent cet environnement-là. Et qu'est-ce que vous faites? Mais nous sensibilisons. Est-ce que c'est suffisant? Voilà pourquoi il faut sensibiliser dès le bas âge. Quand les enfants auront pris conscience que la destruction de leur environnement va impacter leur avenir, ils ne feront plus comme nous. Ils ne feront plus comme vous. Nous, aujourd'hui, nous détruisons notre environnement. Cela ne nous dit rien. Mais il faut prendre conscience que notre environnement que nous impactons, nous impacte aussi. Si nous savons gérer l'environnement, nous aurons une vie saine. Mais si nous ne savons pas le gérer, c'est sûr que nous allons en payer le prix fort. Je pense que cette COP 15, justement, elle est cette plateforme qui permet de s'exprimer, de faire un partage d'expériences. Et je voudrais vraiment maintenant vous demander le mot de fin en vous posant une question à tous les quatre. Peut-on espérer que la COP 15 soit action et non seulement une résolution? De plus, en dépit de l'engagement très fort de l'exécutif, Docteur Dosso. Je pense que pour le mot de fin, la Côte d'Ivoire, en tout cas sous la houlette du chef de l'État, a été sous le feu des projecteurs et a été le cœur de la diplomatie environnementale et le sera encore pendant 2 semaines. Et je pense que c'est une opportunité formidable pour notre pays de pouvoir se réaffirmer et de pouvoir inverser la tendance de la désertification sur notre sol et de placer les jeunes au cœur de ce dispositif-là avec l'Abidjan Legacy Programme qui est l'héritage d'Abidjan, avec la proportion de mobilisation des ressources qui est annoncée autour de 1,5 milliard, 2,5 milliards de dollars, c'est hyper important en fait. Et donc du coup, vraiment, les jeunes en entendent beaucoup en termes de création d'emplois. Et pas seulement de la création d'emplois, mais de la création d'emplois décents. Ils attendent beaucoup. Et il y a énormément de choses qui sont faites au niveau du ministère de la Jeunesse, à travers les guichets de l'Agence Emploi Jeunes, à travers le programme spécial du Nord. On n'a pas eu le temps d'en parler suffisamment. Il y aura d'autres émissions. Oui, dans les régions en proie, les zones frontalières avec les pays en proie avec le terrorisme. Il y a énormément d'initiatives qui sont en cours. Tout ça mérite d'être amplifié, d'être vraiment intensifié et de mettre plus de ressources encore à disposition des jeunes, d'intensifier la formation, de modifier également les curricula pour que dès le bas âge, en fait, les jeunes puissent être sensibilisés à ces questions-là pour aller plus loin et inverser la tendance. Donc, c'est avec beaucoup d'optimisme, en tout cas, que je... Donc, fixer les jeunes. Voilà. Je terminerai par le PCO, mais je vais donc, Madame Koutouan, vous permettre de partager avec nos téléspectateurs votre mot de fin. Comme je l'ai dit tantôt en commençant cette émission, je suis très optimiste. Je pense que j'ai raison de l'être, dans la mesure où, dans la dernière adresse du chef de l'État à la nation, la question de l'autonomisation de la femme fait partie des priorités qui ont été retenues. Il est indispensable que la femme soit autonome. Tout à l'heure, M. le PCLO l'a dit. Lorsque la femme est autonome, qu'elle a de la richesse, cette richesse profite à toute la communauté et cette richesse permet aux générations futures de prendre un bon départ. Il n'y a donc pas de raison de ne pas espérer que les résultats de cette COP-là permettront à la femme d'être installée au cœur du développement par l'autonomisation de la femme, qui nous espérons que sera fondamentalement le levier qui permettra à l'issue de cette COP-là à la Côte d'Ivoire de prendre un nouveau départ vers une économie très verte et vers une Côte d'Ivoire qui va renaître de ses cendres du point de vue de la dégradation, du point de vue de la terre. Professeur Kouadio. Oui, nous prenons l'Abidjan Legacy Programme. C'est toute une action. C'est toute une action parce que nous allons développer des projets. Nous allons développer des projets de développement. Cette fois-ci, je crois que ce ne sont pas des résolutions vaines que nous allons prendre, mais
c'est quelque chose de concret. Quelque chose qui va arranger tant les jeunes, les femmes, mais aussi nous les vieux. On ne s'oublie pas. Le PCO va le confirmer tout à l'heure. On parle pour vous, parler pour vous. Nous n'allons pas nous oublier parce que si nous développons ce programme actuellement, nous allons prendre en compte toutes les générations. Très bien. Monsieur Bamba. Ouais, pour moi, le mot de la fin, ça va être peut-être le mot du début aussi. Je disais que j'étais un homme particulièrement heureux d'avoir pu aider à la mobilisation de 2,5 milliards. On dépasse les 1600, 1700 milliards de francs CFA pour les 5 prochaines années. Le président de la République l'a voulu décliner en 4 composantes très rapidement. Renforcer les chaînes de valeur qui existent en ce moment, les rendre plus durables et d'arriver à une agriculture zéro déforestation, créer de nouvelles chaînes de valeur. On a créé le conseil café, cacao, anacarde, coton, EVA, palmier, etc. Mais on n'a pas créé encore le conseil gombo, piment. Toutes ces spéculations ont besoin d'être créées, d'être renforcées et puis d'être développées davantage. Et puis il a dit qu'il fallait qu'on procède effectivement à la restauration, à la réhabilitation des sols. En plus de la création de nouvelles chaînes de valeur, il faudrait qu'on maîtrise mieux l'eau, qu'on utilise la technologie et puis qu'on règle aussi, on appuie en tout cas à l'effort d'avoir qui est propriétaire de la terre afin de favoriser les investissements privés dans le domaine de la production agricole. Et tout ça, on dit, ce n'est pas parce qu'on aime l'environnement, ce n'est pas parce qu'on aime l'agriculture, c'est parce qu'on veut créer des emplois pour les jeunes. 1 million d'emplois seront créés entre maintenant et les 5 prochaines années dans le domaine de l'agriculture. On veut équilibrer aussi les déséquilibres qui existent entre les régions ici en Côte d'Ivoire. Il y a des régions, il y a des taux de pauvreté qui sont quand même surprenants. Et on pense qu'en injectant massivement ces investissements dans ces régions, en produisant des denrées alimentaires, on va réduire ces disparités. Et puis surtout pour les femmes. Comment est-ce qu'on les tire vers le haut? Ces braves femmes-là qui se réveillent à 4 h du matin à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, comment est-ce qu'on améliore leurs conditions de vie? Comment est-ce qu'on leur donne accès à la santé, à l'éducation et surtout augmenter leurs revenus? Vous avez dit tout à l'heure qu'on augmente les revenus de la femme. Elles sont tellement généreuses qu'elles donnent à tout le monde, à leurs maris, à leurs enfants. Je crois que votre message est passé. Je crois que votre message est passé. Merci infiniment, Monsieur Bamba. Je rappelle que vous êtes le PCO de la COP 15. Professeur Kouadio, merci d'être venu ce soir. Madame Koutouan, merci à vous pour vos éclairages. Et la jeunesse, à travers le docteur Ibrahima Dosso. Merci à vous. Merci à vous. Je terminerai avec ce proverbe, cette citation. La sagesse de la terre est une complicité totale entre l'homme et son environnement. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui ont permis la réalisation de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1 pour la suite de ces programmes. Ensemble, repoussons nos limites. À très bientôt. Bonsoir.